soir donner un écho à ce sujet qui est particulièrement d'actualité dans cette délégation à la prospective, et votre sujet a une vision, nous le disions tout à l'heure en aparté, prospective. Et nous nous intéressons donc à ce sujet de la démondialisation à travers cette audition. Aujourd'hui, nous allons traiter plus particulièrement des échanges économiques à travers le concept relativement nouveau, ce concept relativement nouveau de démondialisation. Vous avez d'ailleurs consacré un ouvrage consacré le temps, dénommé le temps de la démondialisation, cher Guillaume Vuillet. Vous êtes docteur en économie, professeur de finance à HEC. Vous travaillez notamment sur les questions de responsabilité des entreprises et sur l'histoire économique. Ce matin, vous allez donc, comme je le disais, nous éclairer sur un sujet particulièrement transversal, la question des échanges qui touche en effet au secteur de l'économie, de l'agriculture, au moment où va se refermer le Salon international de l'agriculture, l'industrie, les services. Longtemps, nous avons été persuadés des échanges presque illimités de la mondialisation. Nous pensions qu'elle était source de croissance et donc de bienfaits pour notre économie et nos citoyens. Aujourd'hui, nous en sommes un peu revenus avec, par exemple, les pénuries de masques, de médicaments, l'invasion du marché du photovoltaïque par les panneaux solaires chinois, ou encore la dépendance de nos éleveurs au soja importé pour nourrir leurs animaux, sans parler bien sûr des conséquences en termes de perte d'emploi, de fermeture d'usines sur nos territoires, ainsi que de coûts environnementaux. Dans ce contexte, comment peut-on envisager cette démondialisation dont vous dites que le temps est arrivé? Nos économies ne sont-elles pas trop imbriquées et interdépendantes pour imaginer que cela puisse arriver? Quels leviers faudrait-il mettre en œuvre? Peut-on espérer un avantage non seulement pour notre économie, mais également pour nos territoires? Aura-t-elle à l'inverse un coût pour nos concitoyens? Et pensez-vous que ce concept a un avenir en Europe et dans le reste du monde? Voilà pour les premières questions en guise d'introduction que je tenais à vous poser. Avant que nous passions à ce temps d'échange, je vais vous laisser maintenant la parole pour que vous puissiez introduire et développer ce sujet et ce concept de démondialisation. Merci en tout cas, Guillaume Vuillet. Bien, merci à vous pour votre invitation. Merci à vous tous, mesdames et messieurs les sénateurs. Et donc, on va essayer effectivement de passer un petit peu de temps pour essayer de comprendre ce concept, pourquoi je pense qu'il est important, ou pourquoi d'autres concepts d'ailleurs liés. Un concept qui monte et qui, je crois, est très important, dont je parlerai également, est celui de bimondialisation. On verra de quoi il s'agit. Pour faire très simple, je crois que déjà, le temps de la mondialisation tel qu'on l'a connu est plus ou moins fini, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il n'y aura plus d'échanges internationaux, ce qui ne veut pas dire qu'on va revenir où on pouvait en être il y a 30 ou 40 ans, mais on rentre dans un monde assez nouveau, et pour comprendre, pour deux raisons fondamentales je crois, sur lesquelles je vais revenir, et avant ça je voudrais faire un très bref retour en arrière sur l'interprétation de la mondialisation telle qu'on l'a eue depuis plusieurs décennies. Pendant très longtemps, on a voulu juger la mondialisation, et les économistes notamment ont voulu juger la mondialisation que du point de vue du consommateur. Quasiment sur tous les sujets, on s'est dit, est-ce que ça bénéficie ou pas aux consommateurs? Est-ce que ça fait en gros plus de biens à des prix plus bas? Et dès qu'on s'est posé des questions de politique publique, on s'est dit, c'est bon pour le consommateur, tel traité est bon pour le consommateur parce que ça fera baisser les prix de temps ou ça offrira davantage de biens à des prix plus bas. Bon. Tout ça est évidemment vrai, et c'est évidemment vrai que du point de vue strictement du consommateur, la mondialisation a eu des bienfaits assez considérables. Tout le problème, c'est que cet argument n'était pas complet, et je crois que ce qui est très fondamental, qui est peut-être l'argument central de mon livre, c'est que l'extrême abondance de biens privés a eu pour conséquence une très grande raréfaction des biens communs. Et finalement, en ne voyant la mondialisation et le libre-échange que par le biais du consommateur, on a oublié les collectivités, les peuples, les territoires, les intérêts publics, les intérêts communs, etc. Et donc cette raréfaction des biens communs, c'est évidemment la dégradation de la nature, c'est évidemment
une perte d'équilibre, je crois, des modèles sociaux, notamment la question des inégalités qui sont devenues beaucoup plus criantes. Ça peut être la perte du sentiment d'appartenance, l'oubli de savoir-faire, de territoire. Ça peut aussi être évidemment l'oubli d'intérêts stratégiques. Alors pourquoi est-ce que je dis que le temps de la démondialisation est venu? Je crois qu'il y a deux raisons fondamentales. La première, c'est des raisons qui nous sont en partie extérieures et qu'en tant que Français ou en tant qu'Européens, on va en partie subir. Et on n'a pas vraiment le choix, parce que le contexte mondial a changé, et la position de la France ou de l'Europe ou de l'Occident dans le monde n'est plus celle qu'elle était il y a quelques décennies, et donc ça c'est évidemment des choses à prendre en compte, on ne décide pas seul. Et la deuxième chose, c'est que je crois qu'on a aussi, même s'il n'y avait pas cet environnement mondial, nous-mêmes intérêt à démondialiser pour justement réintroduire davantage cette perspective des biens communs, des biens publics dans la vie quotidienne, dans la vie de nos territoires, dans la vie de nos pays, et même dans la vie peut-être de notre continent. Alors quels sont ces facteurs qui ne dépendent pas de nous? Très simplement, cette mondialisation qui n'était jugée que par le prisme, ou essentiellement par le prisme du consommateur et des gains privés pour le consommateur, donc des gains individuels finalement, était une vision très, très américaine et par suite européenne de la mondialisation, mais que ce bloc euro-américain, occidental si l'on veut, eh bien, perd en poids chaque année sur la scène du monde. Depuis l'an dernier, ou peut-être depuis 2 ans, les pays du G7, qui, rappelons-le, n'incluent ni la Chine, ni la Russie, ni l'Inde, ni le Brésil, etc., représentent moins de 10% de la population mondiale. On est passé sous le seuil des 10% de la population mondiale. Bon. En termes de richesse nette, quand le G7 a été créé dans les années 70, on représentait à peu près 2/3 de la richesse mondiale. On est passé depuis plusieurs années sous la barre des 50%, et ça continue évidemment à décliner. Et donc la vision de la mondialisation que pouvait porter le G7, eh bien, s'affaiblit chaque année avec la montée corrélative d'autres puissances qui, on va le voir, ont une vision assez différente. Et je crois que notamment ce monde émergent a effectivement une vision très différente. Je vais vous donner quelques exemples. Un sur la Chine, enfin plusieurs sur la Chine, d'autres sur l'Inde. L'Inde, par exemple, a annoncé récemment vouloir viser à horizon de quelques décennies une autonomie alimentaire, une autosuffisance alimentaire complète. Bon, c'est quelque chose d'assez nouveau et de très important. La Chine, depuis une dizaine d'années, donc sous la présidence de Xi Jinping, a profondément repensé son modèle pour ne plus juger du libre-échange principalement du point de vue uniquement du consommateur individuel, mais avant tout des intérêts communs de la Chine. Bon, je vais donner quelques exemples qui m'ont beaucoup intéressé, qui sont très frappants, je crois. La Chine mène depuis quelques années, ou intensifie depuis quelques années, une politique d'infrastructure stratégique absolument considérable. Je vais donner quelques exemples, et on pourra évidemment développer pendant les questions, sur la question des technologies numériques. Bon, il y a 2-3 ans, Xi Jinping annonce remplacer 100% des ordinateurs et des systèmes informatiques de l'État chinois et des entreprises publiques chinoises, donc on parle de dizaines de millions d'ordinateurs, pour qu'il n'y ait plus une puce américaine dans les systèmes informatiques chinois. Bon. Donc l'idée qu'il y aurait une infrastructure informatique mondiale unique, qui était un peu fondatrice de l'Internet, l'idée d'un Internet libre, etc., n'existe plus. Bon. Autre infrastructure centrale de la mondialisation que j'ai aussi beaucoup étudiée, les systèmes de paiement. Bon. On le sait, l'essentiel des paiements aujourd'hui entre banques se font via le système SWIFT. Bon. Quand SWIFT avait été créé, ça avait été placé en Belgique pour être justement une infrastructure neutre qui pourrait être utilisée par tous les pays de la planète sans discrimination. Bon. Aujourd'hui, cette vision est morte. Aujourd'hui, SWIFT est vu dans le monde comme une infrastructure américaine, parce qu'il y a des accords, les Américains ont espionné SWIFT, et puis depuis ont des accords de partage de données avec SWIFT, et donc aujourd'hui, la Chine développe un système de paiement qui gagne en ampleur chaque année, qui s'appelle CIPS, Chinese International Payment System, et qui a vocation à être un système de paiement alternatif à SWIFT. Bon. Donc à nouveau, complètement différent du système de paiement unique
qui supportaient la mondialisation telle qu'on a pu le voir. Un autre sujet qui, je crois, est très central, c'est celui des monnaies numériques de banque centrale. La Chine a aujourd'hui une avance considérable en matière de paiement, ce qu'on appelle de monnaie numérique de banque centrale, CBDC en anglais, avec un renminbi numérique qui est déjà utilisé par des dizaines de millions ou des centaines de millions peut-être de ménages chinois au quotidien. Cette monnaie numérique se fait sans le recours au système bancaire, donc sans aucune infrastructure sous contrôle occidental ou américain, et est en train de se diffuser le long de ce qu'ils appellent les nouvelles routes de la soie, en Asie centrale essentiellement, et très largement en Afrique. Bien. En matière de semi-conducteurs, la Chine, comme les États-Unis d'ailleurs, développe une politique d'autonomie beaucoup plus forte. Ils ne veulent plus être dépendants de fabricants américains pour les semi-conducteurs. Et donc je crois que cette idée, l'idée qu'on pouvait avoir d'un monde unifié par le commerce, existe de moins en moins. Ce qu'on a beaucoup plus, c'est ce qu'une spécialiste de la Chine, Alice Ekman, a appelé la bimondialisation. Vraiment l'idée, je crois que les infrastructures essentielles aux échanges sont en train de se fragmenter selon des lignes de plus en plus géopolitiques, et que des logiques politiques sont finalement en train de prendre le dessus sur des logiques purement économiques et d'efficacité économique. Bon. Il y a un autre concept qui, je crois, est très important pour comprendre la manière dont des pays comme la Chine ou l'Inde, justement, pensent le monde, et qui est en train de monter, qui est le concept d'État civilisationnel. Qu'est-ce que ça veut dire ? La Chine ou l'Inde ne se pensent pas comme, et c'est notamment vrai de la Chine, mais aussi d'autres pays, on pourrait penser également à la Turquie ou à l'Iran peut-être, ne se pensent pas comme un pays indifférencié sur la carte du monde, qui pourraient simplement échanger, acheter et vendre les mêmes biens que la planète entière aux mêmes conditions. Ils pensent qu'ils sont plus qu'un agrégat de consommateurs et qu'ils ont vraiment une vision propre de la culture, un héritage civilisationnel très long à porter. Ce qui est très frappant chez les dirigeants chinois, si on lit leur discours, c'est qu'ils font très souvent référence à des penseurs qui peuvent avoir 2000 ou 2500 ans. Quand ils parlent de Confucius ou de Mencius, c'est très rare sous nos latitudes. Il y a une idée de continuité et de singularité en Chine du modèle collectif qui va donc au-delà des bénéfices du libre-échange pour le consommateur, qui est très forte et qui guide, je crois, une vision complètement différente de l'ordre mondial. Bon. Là-dessus, il y a évidemment autre chose qui va rajouter une contrainte très forte, c'est la raréfaction progressive de beaucoup de ressources naturelles. Évidemment, on pourrait se dire beaucoup de métaux, par exemple. Évidemment, les hydrocarbures et les énergies fossiles, mais aussi beaucoup de métaux vont être de plus en plus rares, beaucoup de terres rares, et ce serait très important qu'on se coordonne de plus en plus pour essayer de les gérer et de les allouer efficacement, etc. Malheureusement, ça a peu de chances d'être le cas. Ce qui est plus probable à mes yeux, c'est que plus des ressources seront rares, moins leur allocation à l'échelle du monde se fera selon les principes du libre-échange, et plus ça se fera selon des lignes de fracture qui seront politiques, géopolitiques, et on ira, je crois, vers une allocation de plus en plus politique des ressources à l'échelle du monde. Bien. Ça, c'est pour les facteurs qui ne dépendent pas ou très peu de nous, et qui, quand bien même on voudrait continuer avec la mondialisation telle qu'on l'a connue, beaucoup de partenaires de plus en plus gros, de plus en plus importants économiquement, démographiquement, ne le voudront pas et auront une vision très différente de la mondialisation. Mais je crois que même s'il n'y avait pas ça, il y a aussi des facteurs intérieurs qui doivent nous pousser à réfléchir de manière assez critique sur la mondialisation et à vouloir rechercher d'autres modèles. Je crois que, je vous le disais au début, je crois que finalement, toutes les bienfaits de la mondialisation qu'on a vus, qui sont, voilà, on peut avoir accès à beaucoup plus de biens, à des prix beaucoup plus bas qu'il y a 30 ou 40 ans, et c'est traduit par une raréfaction des biens communs, des biens publics, et que cette raréfaction, cette dégradation des biens communs a atteint des proportions qui deviennent relativement insoutenables. C'est vrai évidemment de la dégradation des milieux naturels, c'est vrai, je crois aussi, de certains équilibres sociaux qui ont été trop perturbés, notamment en matière d'inégalité sociale, mais aussi territoriale. La question évidemment de la France périphérique est très, très importante à mes yeux. Et donc, je crois que un point très fondamental, c'est que
les coûts de transport ont été beaucoup trop bas. J'ai pour ma part beaucoup travaillé sur la question du transport maritime, qui est central dans la mondialisation. À peu près 80 à 90% de tout ce qui traverse les frontières ou de tout ce qui est échangé mondialement se fait par voie maritime. Les avions ou les trains, c'est assez marginal. C'est 80 à 90%, selon qu'on compte en valeur ou en volume, c'est des porte-containers. Ces porte-containers, c'est très intéressant. Donc, dans le cadre de travaux universitaires que j'ai fait à HEC, j'ai pu acheter les données portuaires sur l'ensemble des bateaux de la planète. Donc, je peux voir l'ensemble des porte-containers ou des tankers ou de tous les navires que vous voulez de la planète. Et puis, voir par exemple, c'est très intéressant, l'augmentation des pavillons de complaisance depuis 40 ans dans le transport maritime. Bon. Il y a, pour faire très simple, il y a 40 ans, ça commence vraiment à s'accélérer dans les années 80. Ça existait déjà évidemment un peu avant, mais beaucoup moins. Eh bien, un navire qui, disons, était possédé par une entreprise française ou qui avait des marins français, eh bien, était généralement immatriculé en France, avait un pavillon français. Bon. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ou quasiment plus. Aujourd'hui, 80 à 90% de toute la flotte mondiale est immatriculée dans des pavillons de complaisance dont les trois principaux sont le Liberia, le Panama et les îles Marshall. Puis on peut en rajouter quelques autres, mais c'est principalement ces trois-là. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire quelque chose de très simple. Ça veut dire que ces pavillons de complaisance ont une capacité, ou offrent en tout cas une évasion fiscale à peu près systématique. Le taux d'imposition en matière pour les sociétés étrangères immatriculées dans ces pays-là est classiquement de 0%. Ça veut dire évidemment une évasion réglementaire, très souvent en matière de droit du travail, en matière de droit de l'environnement, en matière de réglementation technique, etc. Ça veut aussi dire une évasion en termes de responsabilité juridique. Ça veut dire qu'évidemment, s'il y a un dommage, typiquement une marée noire, eh bien, ce sera beaucoup plus compliqué pour un juge, par exemple, français, d'aller chercher le propriétaire ultime d'un navire s'il est immatriculé au Liberia. D'ailleurs, il n'a qu'une boîte postale, souvent, au Liberia. Donc, c'est très compliqué. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette tendance-là, où pendant 40 ans, disons, on est passé d'un monde où le commerce maritime restait relativement lié aux territoires et aux environnements réglementaires des grandes puissances maritimes, a complètement été déplacé vers des pavillons de complaisance, vers des juridictions complaisantes. Eh bien, ça a abaissé considérablement les coûts de transport. Et c'est en grande partie, puisque quasiment tout passe par le transport maritime, c'est en grande partie ce qui fait qu'on a pu délocaliser autant qu'on l'a fait. Bon. Aujourd'hui, on a des exemples absolument sidérants, vous en connaissez probablement tous. Le poisson pêché au large des côtes de Bretagne, qu'on emmène en Chine pour le vider et qu'on réimporte de Chine pour le vendre dans un supermarché en France. Le chêne qui est coupé dans les forêts françaises, qui est exporté en Chine pour être découpé en planches et dont les planches sont réimportées en Europe, etc. Et donc tout ça, évidemment, n'est possible que parce que les coûts de transport ont été abaissés dans des proportions considérables et probablement beaucoup trop considérables du point de vue des bienfaits collectifs, des bienfaits sociaux. Évidemment, à nouveau, si on ne voit que le point de vue du consommateur, si on fait tout ça, c'est parce qu'on gagne quelques centimes du point de vue du consommateur. Mais on peut légitimement, à mes yeux, se demander si, socialement, la pollution causée par ce transport maritime n'est pas trop importante relativement aux bénéfices, si les coûts associés à la désindustrialisation, à la perte d'emploi, à la perte de savoir-faire ne sont pas trop importants. Évidemment, il y a des coûts directs économiques. Il y a aussi, notamment aux États-Unis, depuis quelques années, toute une très grande littérature scientifique très intéressante qui montre aussi des coûts qui vont bien au-delà de la perte d'emploi, mais qui peuvent être, par exemple, des taux de divorce beaucoup plus élevés dans les counties aux États-Unis. Alors, malheureusement, on n'a pas les mêmes études en France, qui sont les plus exposés à la désindustrialisation, taux de suicide plus élevé, consommation de drogue plus élevée, taux de divorce plus élevé, taux de fécondité plus bas, etc. Donc il y a évidemment des conséquences extra-économiques, je crois, très importantes en la matière. Donc, démondialiser dans ce cadre-là, ça veut vouloir dire quoi? Ça veut vouloir dire, eh bien, davantage prendre en compte ces coûts collectifs et en essayant de trouver des moyens de réduire
la mobilité d'absolument tout et n'importe quoi à l'échelle du monde. Ce qui, à nouveau, ne veut pas dire arrêter complètement toute forme de commerce, ce qui serait ridicule, mais essayer de réintroduire un équilibre entre intérêt commun, intérêt stratégique, intérêt collectif, bien public, et puis simplement bénéfice pour le consommateur. Alors, avant d'ouvrir aux questions, deux derniers éléments. Quand on pense à la démondialisation, je crois qu'il y a deux manières fondamentales de la penser. Il y a une démondialisation qui pourrait être simplement subie, qui serait simplement, à mon avis, un risque très important, qui serait de dire, on s'attache à une vision de la mondialisation telle qu'on l'a connue et on se ferme les yeux finalement à ce qui se passe dans le monde, notamment à ce qui se passe en Asie, mais pas uniquement. Et finalement, on serait condamné en permanence à regretter que la Chine prenne telle décision, que l'Inde prenne telle décision, que les États-Unis aujourd'hui prennent l'Inflation Reduction Act. Et puis on irait de pénurie en pénurie ou de problème stratégique en problème stratégique. Ça, c'est évidemment une démondialisation qui ne serait à mes yeux assez catastrophique. Et puis je crois qu'il y a une autre vision qui serait de dire, eh bien, il faut aussi que nous, Français, nous, Européens, et même nous, à l'échelle des territoires beaucoup plus locaux, je crois que ça peut se faire à tous les échelons, on prenne conscience eh bien, qu'on a des biens communs à protéger, des intérêts stratégiques à protéger, des milieux naturels à protéger, des équilibres sociaux et des savoir-faire à protéger, et qui vont bien au-delà des bienfaits qu'on a pu avoir pour le consommateur de la mondialisation depuis assez longtemps. Bien. Alors, comment faire ça ? Je crois qu'il y a évidemment pas de solution miracle, mais je crois qu'il y a un éventail de choses auxquelles on peut réfléchir. Je crois que déjà c'est très important qu'en France et en Europe, on ait un débat beaucoup plus important sur les infrastructures proprement stratégiques. Pendant très longtemps, on s'est appuyé sur SWIFT, sur des serveurs, sur des câbles sous-marins, etc., qui sont quasiment exclusivement non européens. Alors, aujourd'hui principalement américains, un tout petit peu chinois, ça commence, mais malheureusement très peu français ou très peu européens. Donc il y a des vrais enjeux à avoir là-dessus sur les questions d'infrastructures stratégiques. Je parlais de monnaie numérique de banque centrale très rapidement au début de mon intervention. La Banque centrale européenne commence à y réfléchir, mais malheureusement à mes yeux, le partenaire qu'elle choisit, c'est Amazon, qui n'est pas une société européenne. Bon. Donc, à nouveau, en termes d'indépendance stratégique, c'est peut-être un petit peu douteux. Bien. Je crois qu'il y a aussi d'autres éléments sur lesquels on peut réfléchir. Un sujet sur lequel je travaille beaucoup en ce moment, c'est la question de la responsabilité territoriale des entreprises. Aujourd'hui, il y a un sujet extrêmement à la mode, qui est le sujet de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et malheureusement, souvent, ça cache beaucoup de choses très différentes, mais bien souvent, on a une vision très abstraite, très mondiale de la responsabilité sociale, qui peut par exemple consister à dire, eh bien, je dégrade un milieu naturel ici, mais c'est pas très grave parce que je compense par une donation à une ONG à l'autre bout du monde. Et donc, c'est à mes yeux assez douteux et ça peut cacher beaucoup de greenwashing. Je crois que la vraie responsabilité des entreprises, si on voulait la mesurer et l'évaluer dans un contexte de reterritorialisation, elle doit être avant tout territoriale. C'est la valeur ajoutée d'une entreprise pour un territoire donné. Et je travaille en ce moment à des mesures de ce genre de choses. Et puis je crois qu'il y a une réflexion aussi plus fondamentale à avoir, notamment sur le transport maritime, sa régulation, son cadre réglementaire. Voilà quelques pistes, il y en a évidemment beaucoup d'autres. Merci beaucoup. Avant de laisser la parole aux collègues, peut-être 2-3 interrogations et réflexions personnelles. À commencer par le dernier sujet que vous venez d'évoquer, le transport maritime. Et peut-être de façon plus générale, vous poser une question par rapport à votre propos. C'est, a-t-on réellement les moyens de parvenir à une démondialisation quand on voit, je le disais tout à l'heure en préambule, que nos économies sont de plus en plus imbriquées. Vous avez parlé notamment de la question de la route de la soie. On pourrait parler, s'agissant notamment
des accords de libre-échange que sont le CETA, le Mercosur, et qui, quoi qu'on en pense, posent des questions, notamment en matière de sécurité alimentaire, en matière de rapport entre nos différentes agricultures et les questions de normes, les questions sanitaires. J'ajouterai à cela que nous sommes dans un pays qui importe de plus en plus. Je parlais tout à l'heure du salon de l'agriculture, ces produits agricoles, alors qu'elle était le grenier de l'Europe et que nous avons toujours misé sur une agriculture productive. Et je pense que tout ceci pose quand même le sujet en lien direct avec ce que vous disiez, et par là même en creux, a-t-on les moyens de cette démondialisation? Sur la question du transport maritime, j'entends et je souscris à ce que vous dites. En revanche, pour avoir vu notamment dans deux bassins que sont l'océan Indien et l'océan Atlantique, notamment sur la partie Caraïbe, le poids aujourd'hui exercé par la Chine, non seulement bien sûr sur les échanges, vous avez parlé des conteneurs, mais moi je parlerai des infrastructures portuaires. Si on regarde la Caraïbe aujourd'hui, au débouché du canal du Panama, demain la Jamaïque, aujourd'hui Sainte-Lucie, alors qu'on a des difficultés à donner une dimension supplémentaire à nos infrastructures portuaires à Pointe-à-Pitre. Et on pourrait dire la même chose s'agissant de l'océan Indien, avec la Chine qui est de plus en plus présent à Maurice, aux Comores, Madagascar, et nous qui avons une difficulté là aussi sur la question du canal du Mozambique à nous imposer, et donc par là même à fixer un rythme et peut-être à prendre le pas sur cette démondialisation. Donc ce sont pour moi des questions préalables à la capacité que l'on a ou pas, parce que vous avez dit, à juste titre d'ailleurs, que nous devons nourrir une réflexion territoriale, nationale et européenne. Faut-il encore d'ailleurs qu'on puisse s'accorder? Vous avez parlé aussi du lien entre les entreprises et les territoires. C'est peut-être plus simple pour une économie allemande dont on sait que ses ETI sont en lien très direct avec le territoire qu'à l'échelon français. Donc on voit que là aussi on a des référentiels qui sont un petit peu différents. Voilà, en clair quelques observations, mais qui reviennent toutes et tous à cette question centrale. C'est: a-t-on aujourd'hui les moyens de pouvoir se diriger sans dégâts collatéraux entre guillemets vers une démondialisation, et faire en sorte que le coût social, le coût pour nos concitoyens ne sont pas trop forts. Et je ne parle pas simplement que les quelques centimes auxquels vous avez fait référence s'agissant de l'achat de bois ou d'autres biens qui sont produits ou fabriqués ici même en France, les matières premières également. Donc c'était pour avoir finalement votre retour et votre réponse sur comment en fait on parvient à faire une démondialisation. J'ai pas évoqué un autre sujet. Nous avons commis il y a quelques semaines un rapport sur l'avenir de l'eau. Certains des rapporteurs sont ici, et on voit bien que la géopolitique aussi de l'eau, c'est un sujet essentiel. On peut être un État particulièrement riche. On a été avec Catherine Belriti il y a quelques mois en Malaisie et à Singapour. Si demain la Malaisie ferme le robinet, Singapour et ses milliards de fonds de réserve n'ont plus aucune capacité à agir, y compris à honorer leurs ambitions en matière finalement de production en matière d'alimentation sur leur territoire. Voilà, donc autant de sujets qui montrent vraiment cette imbrication, et donc peut-être la complexité que cela peut revêtir d'arriver à cette ambition qu'on partage avec vous, hein, bien évidemment. Voilà. Alors, c'est évidemment beaucoup de questions. Quelques éléments de réponse ou de réflexion, parce qu'évidemment il y a beaucoup de questions ouvertes aussi également. J'ai pas de solution miracle pour tout. Je crois qu'effectivement il ne s'agit pas tant de renoncer aux imbrications et aux interdépendances que de les construire sur une vision du monde complètement différente. Aujourd'hui, nos imbrications sont principalement le résultat de choix purement économiques, où on se disait, eh ben tiens, c'est moins cher d'acheter là, donc on va acheter là, etc. Je crois que l'important, c'est aujourd'hui de remettre du politique dans l'économique, et donc d'avoir une réflexion beaucoup plus stratégique sur quelques priorités à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe. Évidemment, on ne reterritorialisera pas tout, on n'aura jamais une économie qui sera beaucoup moins interdépendante, mais il s'agit, je crois, de penser l'interdépendance non plus uniquement sous le mode de la dépendance économique
en fonction du prix le plus bas, etc., mais aussi de savoir quels partenaires stratégiques on a en matière géopolitique. Je pense qu'aujourd'hui, il y a par exemple un débat qui va être très important sur les rapports entre comment est-ce que l'Europe va se situer dans les décennies à venir entre les États-Unis et la Chine, qui va être un débat très important. Est-ce que l'Europe aura une position médiane, une position d'alliance ou pas, et donc de savoir sur quel sujet on accepte par exemple des infrastructures stratégiques chinoises, américaines, ou est-ce qu'on essaie vraiment de développer des infrastructures européennes. Donc plus que de renoncer aux interdépendances, il faut savoir quel type de dépendance on veut, et avec une dimension politique et stratégique, ça je crois que c'est très important, et ça suppose un débat très ouvert et très libre sur ces questions-là. Et après, je crois qu'il y a effectivement des cas, et je crois que l'agriculture est un très bon exemple, où on veut probablement... La France a été très excédentaire dans sa balance commerciale agricole pendant quasiment, probablement depuis ses origines, et aujourd'hui est déficitaire. Bon, donc c'est évidemment une situation qui interroge ou qui pose beaucoup de questions, et qui est probablement aussi le résultat peut-être de mauvais choix politiques, ou en tout cas de politiques qui pourraient être mieux menées, ou peut-être du fait qu'on a renoncer à voir l'agriculture comme quelque chose de profondément stratégique. Et ça encore, je crois que le débat doit avoir de manière beaucoup plus ouverte. Quels sont les secteurs stratégiques pour l'économie française et quels sont ceux qui ne le sont pas. Mais je crois que le préalable, c'est évidemment la réflexion stratégique qui doit guider une vision de ce qui finalement peut être laissé ouvert à une mondialisation finalement très peu régulée, et quels sont les secteurs qui sont réellement stratégiques, prioritaires, où le politique et où la vision de long terme doit jouer un rôle beaucoup plus important. Je crois que c'est la manière de voir les choses. Et après, sur les outils, ils sont évidemment très nombreux. Moi, un outil, par exemple, qui est très simple, mais que je crois qui marche assez bien et que j'aime beaucoup, et qui malheureusement est attaqué à chaque traité de libre-échange, c'est par exemple les labels. La politique de dire, eh bien, il y a des produits, des appellations d'origine contrôlée qui sont faits sur des territoires qui correspondent à un savoir-faire, à une culture, à un milieu, à un territoire, et qui méritent d'être protégés en tant que tels. Je crois que c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur, qui est assez efficace pour protéger des territoires, et qui malheureusement est attaqué à peu près à chaque traité de libre-échange. Finalement, je crois qu'on a vécu on avait une vision du monde pendant très longtemps où on se disait la situation par défaut doit être le libre-échange à peu près sans limite, et puis par exception on peut tolérer quelques labels, quelques exceptions, etc. Bien, et donc il y avait toujours quelque chose d'un peu suspect dès qu'on maintenait par exemple une appellation d'origine contrôlée ou un label ou une forme de réglementation plus protectrice en matière environnementale, en matière sanitaire. Et je crois que finalement ce qu'il faut, c'est aussi changer de perspective et de manière beaucoup plus systématique, quand on raisonne sur ces questions de libre-échange, se dire, eh bien, qu'est-ce qui est stratégique pour un territoire très local, pour le territoire, pour la France ou à l'échelle européenne. D'ailleurs, les réponses peuvent être très différentes à chacun de ces échelons. Chers collègues, Monsieur le Président Carucci. Je suis malheureusement beaucoup plus pessimiste que vous, ce qui est normal d'ailleurs, c'est mon caractère, comme je suis hypocondriaque. Moi je pense qu'en réalité c'est un tournant historique, mais qui a commencé il y a un moment. En réalité, le libre-échange, la mondialisation, les origines sont au XIXe siècle, à un moment où les pays européens sont en guerre constante les uns contre les autres, et où en parallèle, le développement de la vapeur fait que la marine, les transports se développent. Et on a eu toute une pensée politique et économique sur le thème « les échanges, c'est la paix ». Le commerce, ça garantit la paix. Il faut arrêter, il faut que les gens soient interdépendants économiquement, comme ça ils arrêteront de se faire la guerre. Et ça a été un rêve pendant un siècle. On s'est dit, finalement, si les gens payent moins cher leurs produits, s'ils échangent davantage, ils voyagent davantage entre la France, l'Allemagne, l'Europe, les États-Unis et tout, ils n'auront plus de raison de faire la guerre. On va trouver et tout. Mais ce qu'on n'a pas été capable de faire, c'est trouver un régulateur. On s'est inventé des systèmes plus intéressants les uns que les autres.
politiquement, économiquement, la SDN, puis l'ONU, puis l'OMC, etc. Puis on voit que ça ne marche pas vraiment bien. Moi, j'ai été ambassadeur auprès de l'OCDE, j'ai négocié un accord entre la France et les 34 pays de l'OCDE. C'était surnaturel, je veux dire, chacun arrivait avec sa course, sa liste de courses, pas avec se dire où est l'intérêt collectif. Et puis j'étais là comme un épicier, pardon, pour les épiciers, de dire, alors à toi je te donne 3,2% de ça, toi tu auras ça, est-ce que tu es d'accord en échange pour l'accord? On n'a pas de régulateur. Et la réalité, c'est qu'on a tous cru, enfin tous, pas moi, mais que le monde pouvait être uni. Que les gens, s'ils étaient économiquement, socialement plus satisfaits, voilà, ça irait. Puis, surprise des surprises, depuis 30 ou 40 ans, les opinions nationales, l'indépendance, la souveraineté sont redevenues des valeurs qu'on n'attendait pas. Et plus personne ne sait comment on gère ça. Le résultat des courses, c'est que pour nous, Français, trop faibles pour être tout seuls, on dit l'Europe. Mais en face, la Chine se dit, mais moi, toute seule, je suffis à moi-même. Les États-Unis, pareil. La Russie, bon, elle a du mal, mais bon, elle peut rêver d'avoir la même chose. Et le résultat, c'est qu'on est passé de la mondialisation à l'affirmation nationale, et maintenant à l'affirmation de bloc, parce que les affirmations nationales ne tiennent pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? En vrai, moi je ne sais pas si c'est la mondialisation qui est en tort, mais la réalité, c'est qu'on n'est même plus sur une bimondialisation. On va être dans un système de blocs où il y aura des accords ou pas entre blocs, mais est-ce que vous ne croyez pas que le vrai problème premier, c'est que ce soit mondialisation, systèmes nationaux, système de blocs, c'est notre incapacité à avoir un régulateur. L'OMC est trop faible, l'ONU, bon, ne sert plus à grand-chose. La réalité, c'est que si on veut poursuivre, il faudra avoir une vraie réflexion. Comment on régule? Comment on avance? Je suis très frappé, moi, et je le dis pour l'opinion française, avec Mathieu Darnaud, moi je suis très gaulliste, très gaullien, tout ce qu'on veut, mais nous parlions, il y a encore 20 ans ou 30 ans, je parle pour un temps ancien, d'indépendance. Maintenant, on parle de souveraineté. Je dis ça parce que l'évolution du vocabulaire est inquiétante, parce que il y a quoi après souveraineté? Je ne sais pas, mais attention, la remise en cause de la mondialisation, moi, me paraît normale parce qu'elle n'est pas régulée, mais en même temps, je ne vois pas où on va. Et est-ce que réellement, il ne faudrait pas déjà demander à tous les États, à tous les blocs et tout, de faire des efforts sur la régulation? La réalité, c'est que on ne peut pas tout produire nous-mêmes. Moi, je suis le premier dans l'hémicycle à dire ras-le-bol de l'aspirine chinoise, ras-le-bol de je ne sais pas quoi américain, c'est en France et tout. Mais on sait bien qu'on ne va pas pouvoir tout produire, ou alors à des coûts tels que ce sera inacceptable. Donc il faut qu'on trouve quelque chose qui rétablisse l'indépendance sur des domaines stratégiques, mais qui en même temps ne soit pas un affrontement. Alors est-ce qu'on a une capacité, question facile, est-ce qu'on a une capacité à trouver un régulateur? Je souscris évidemment, je pense à la totalité de ce que vous avez dit. C'est évidemment la grande question est très compliquée. La possibilité d'un régulateur mondial qui serait détaché de tout intérêt national, personnellement, j'y crois très peu. Ce qu'on voit malheureusement, c'est que l'essentiel de l'architecture qui a été mise en place après la Deuxième Guerre mondiale, elle était très fortement d'inspiration américaine, qu'aujourd'hui la Chine construit un système d'institutions parallèles avec sa banque asiatique d'investissement, etc. Et donc je crois que ça relève en partie de l'utopie, et c'est pour ça que moi j'essaie de réfléchir à des solutions institutionnelles différentes, avec effectivement cette idée qu'on ne pourra pas tout produire localement et que c'est pas souhaitable, et enfin voilà, il y a pas de, c'est vraiment pas le cœur du débat, mais par contre que le débat stratégique
prioritaire sur ce qu'il faut relocaliser me paraît très important. Et je pense qu'on a manqué depuis plusieurs décennies de pensée réellement stratégique sur beaucoup de domaines, parce que le cadre mental dominant n'était pas, ou les idées dominantes n'étaient pas, ou considéraient beaucoup moins ces intérêts stratégiques, ce bien commun. Sur les défaillances de la régulation mondiale, il y aura évidemment beaucoup à dire. Un cas qui m'a beaucoup intéressé et qui est très symptomatique, et justement on parlait du transport maritime, c'est celui de l'Organisation maritime internationale, qui avait été créée justement pour réglementer ce secteur, et sur l'idée que les pays auraient des droits de vote en fonction du tonnage mondial qu'ils représentent. Et donc après la Deuxième Guerre mondiale, c'était contrôlé par les États-Unis, le Japon, la Grèce, etc., le Royaume-Uni. Aujourd'hui, c'est contrôlé par le Panama, le Libéria et les îles Marshall. Et donc, évidemment, c'est une institution qui, de fait, est morte. L'OMC, aujourd'hui, est dans un très mauvais état. Et l'essentiel, on citait le CETA ou les traités avec le Mercosur ou d'autres, eh bien, c'est des traités qui ne se font plus dans le cadre de l'OMC, qui n'existent quasiment plus. Et donc je crois qu'effectivement, d'un point de vue idéal, cette régulation mondiale pourrait peut-être exister, mais réalistiquement, le réalisme politique nous commande, je crois, de chercher d'autres voies. Oui, pour revenir un petit peu plus à micro, vu le salon de l'agriculture, on était hier avec la commission économique. La France a fait le choix d'avoir des clauses sanitaires très respectueuses de la personne et de l'environnement, et donc rechercher quelque part, alors est-ce que c'est une indépendance ou une souveraineté alimentaire de haut niveau. Ce dont la conséquence de ça au bout du bout, c'est qu'on a de très très bons produits, sauf qu'il n'y a que 20% de la population française qui peut les manger. Et donc, est-ce que c'est possible d'avoir des pans de stratégie, parce que quand même, tout quelque part est lié les uns aux autres? C'est une très bonne question. Je crois deux choses. D'abord, la première, c'est que on ne peut pas avoir, c'est très difficile d'avoir des politiques par exemple, davantage de régulation ou davantage protectionnisme sur certains segments sans avoir une vision globale plus importante. C'est très difficile, par exemple, de dire on va mettre des réglementations environnementales ou sanitaires beaucoup plus importantes sur nos agriculteurs que sur ceux du reste de la planète, sans pour autant, sans avoir un certain protectionnisme qui va soit imposer des mesures miroirs aux autres pays, soit imposer un surcoût à l'entrée pour des produits à l'étranger. Ça, je pense assez indispensable. Effectivement, sinon, on se tire un peu une balle dans le pied, où on crée vraiment un système à deux vitesses, avec ceux qui pourront payer plus cher pour le produit de bonne qualité, ceux qui ne pourront simplement pas le faire. Bon. Et ça, je crois que c'est vraiment très important, c'est d'avoir une réflexion stratégique globale. Et dans ce cadre-là, effectivement, il ne faut pas que la surréglementation, qui je crois est très justifiée du point de vue environnemental et du point de vue sanitaire, pénalise l'agriculture et pénalise au final le consommateur. Cécile. Oui, merci d'abord de vos propos et m'excuser de mon léger retard. Peut-être pour reprendre, y compris les mots de mon collègue Roger Carucci, qui se présentait comme gaulliste, ce qu'il est, et donc à mon tour, pour dire que je suis communiste, ce que je suis, bah si, c'est comme ça la vie. Et donc pour revenir à la fois sur l'histoire, sur la définition des mots et sur ce que vous proposez. On a eu effectivement, et je crois que c'est juste de le dire, même si on a dans le débat actuel, et là d'ailleurs toute sensibilité comprise, cette exigence de relocaliser, de faire plus et mieux face à un sentiment d'une France qui aurait tout laissé partir dans tous les secteurs d'ailleurs et qui du coup se serait affaiblie à l'échelle mondiale. Je crois qu'il est important de dire que l'objectif n'est pas non plus de se replier, que nous ne ferons pas tout nous-mêmes. Et d'ailleurs, si on revient même au temps de la guerre froide et sans faire aucune apologie de quelque système que ce soit, à l'Est comme à l'Ouest, tous
les pays n'ont jamais tout produit tout seuls, et il y a toujours eu des pays dominants et des pays dominés économiquement parlant, puisque c'est le seul sujet qui nous intéresse, mais on pourrait continuer ce parallélisme sur plein d'autres choses, puisque effectivement la vraie question et que vous posez, c'est le commerce n'est-il pas en lui-même une forme de rapport de force qui va irriguer après l'organisation même des sociétés. Donc est-ce qu'il y a, avec ce que vous avez pointé, réellement des capacités à penser un autre système, ou est-ce qu'il y a une donnée de départ qu'il faut intégrer, c'est que le commerce reste tout de même des rapports de force. Si on revient à l'échelle micro, on voit bien que la question n'est pas simplement je produis, donc je maîtrise le commerce. C'est le cas de l'agriculteur aujourd'hui face à toute une chaîne dans laquelle, certes, il produit, mais il n'est finalement qu'un très faible, qu'il n'a très que peu de pouvoir dans la construction du prix final. C'est vrai à l'échelle internationale, ce n'est pas forcément le pays qui produit, qui est celui qui va s'enrichir et être le plus puissant mondialement. On a pendant tout un temps opposé les mots de mondialisation à d'autres qui parlaient d'internationalisme. Je crois qu'en tout cas, on n'a pas solutionné la vraie question qui est l'organisation à l'échelle de la planète, finalement, du pourquoi est-ce que nous commerçons. Et là, on aurait peut-être des biais, avec beaucoup d'humilité et sans vouloir renverser quelques tables que ce soit, parce que ça n'a aucune utilité, à trouver. Est-ce que l'on repense ces règles internationales et donc des structures internationales, et vous évoquiez l'aberration finalement d'un système de l'OMC aujourd'hui totalement dépassé. Si oui, est-ce que c'est par le poids des États? Est-ce que c'est par le poids, y compris de grandes entreprises qui, à un moment donné, peuvent elles-mêmes s'interroger? Parce que le poids citoyen, et on le voit dans un certain nombre de pays, mais impacte aussi la réflexion des entreprises, et même si, alors, pour certains c'est trop, pour d'autres c'est pas suffisant, mais on a aujourd'hui quand même un certain nombre d'entreprises qui commencent à réfléchir à leur impact social, à leur impact environnemental, à tout ce que vous évoquez. Et donc finalement, avec peut-être un peu d'impertinence de ma part, est-ce que le terme de démondialisation ne renvoie pas à une certaine forme d'utopie qui viserait à nier cette capacité indispensable à travailler ensemble, j'oserais dire faire de la coopération entre les peuples, plutôt qu'à devoir la nier et à ne pas l'améliorer? Très franc, le mot apparaît sur le titre de mon livre, mais c'est le choix de l'éditeur. Mon titre initial n'avait pas le mot démondialisation dans le titre parce que je pense que c'est un terme un peu négatif, qu'en réaction contre quelque chose et qui a beaucoup de limites de ce point de vue-là. Donc je ne suis pas complètement convaincu d'ailleurs que ce soit vraiment le bon terme. Bon. Quelques remarques sur vos commentaires très intéressants. Évidemment, vous le disiez, on a toujours échangé important. Je crois qu'il y a quand même une nouveauté également par rapport au 19e siècle que mentionnait M. Carucci, qui est que pendant très longtemps, le commerce lointain, il a toujours existé, depuis le Paléolithique au moins. Mais il y a quand même une très grande différence, c'est pendant très longtemps, il restait associé essentiellement à des biens de relativement forte valeur. Parce que simplement, comme le coût de transport restait relativement élevé, transporter des tas de cailloux d'un bout du monde à l'autre, ça coûtait beaucoup trop cher en termes de coût de transport et donc on ne le faisait pas. Et il y a vraiment eu une accélération depuis quelques décennies, et je crois que même depuis 20 ans, si on prend les chiffres sur la désindustrialisation, elle s'est considérablement accélérée depuis 2000, par exemple, ou depuis 2001, qui est l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce. Et donc il y a beaucoup de choses qu'on produisait encore en 2000, qui nous ramènent quand même pas très loin en arrière, qu'on ne produit plus du tout aujourd'hui. Bon. Et donc je crois qu'effectivement, c'est une question d'équilibre à trouver qui est très importante. Sur la question des rapports de force dans le commerce, j'en suis bien convaincu. Je ne pense pas que la mondialisation ait obéi uniquement à des motifs désintéressés, mais il y a effectivement eu derrière beaucoup de traités des influences, alors pendant très longtemps américaines, aujourd'hui qui peuvent être autres, et il y a même beaucoup d'évidences empiriques
que ces rapports de force ont aujourd'hui un poids beaucoup plus important qu'ils ne l'ont eu au début de l'OMC, pour une raison assez simple, c'est que, enfin, au début du GATT, parce que l'OMC c'est depuis 1995, mais quand le GATT est créé en 1947, l'essentiel des négociations porte sur des droits de douane. Donc c'est en fait très simple, si on dit, vos droits de douane sont de 20%, les miens sont de 20%, on les abaisse les deux à 10%. Donc c'est très simple, et c'est assez facile de voir ce qu'est un traité équilibré, parce qu'on abaisse et il y a un chiffre et on se cale sur le même chiffre. Bon, ça c'est très simple. Aujourd'hui, les droits de douane sont quasiment à 0% partout, ou en tout cas sont très très faibles. Donc aujourd'hui, on ne négocie plus du tout sur les droits de douane, mais on négocie uniquement sur ce qu'on appelle des barrières non tarifaires, donc sur des réglementations. Et donc on dit aujourd'hui, eh bien, un traité de libre-échange aujourd'hui, avant ça faisait quelques pages où on disait on baisse les droits de douane, maintenant un traité de libre-échange ça fait 2000 pages, et on dit, eh bien, vous supprimez telle réglementation sanitaire, et moi en échange je supprime telle autre réglementation, etc. Et en fait, dès qu'on négocie non plus sur le chiffre des droits de douane, où c'était assez facile de voir ce qu'était un accord équilibré, mais qu'on négocie sur tiens, on va assouplir telle réglementation sanitaire en l'échange de tel abandon d'appellation, en l'échange de telle acceptation d'OGM ou de bœuf aux hormones ou de ce que vous voulez, eh bien là, le poids des rapports de force politiques et potentiellement des entreprises qui sont derrière est beaucoup plus important. On sait bien le poids qu'ont pu avoir des entreprises comme Monsanto sur certains accords internationaux, etc. Donc je crois que ce rapport de force, non seulement il existe, mais qu'il s'est probablement encore renforcé depuis plusieurs décennies. Après, bon, la question un peu ouverte sur quel ordre mondial on peut avoir pour reprendre ça en compte, je crois que ça peut plus être une organisation mondiale dont on pourrait penser qu'elle serait désintéressée. Sur le papier, c'est très joli, mais c'est très compliqué à faire fonctionner en pratique. Et donc, je crois par contre que ce qui est très important, c'est que même si effectivement nos pays, et la France et l'Europe, pèsent moins aujourd'hui qu'ils pouvaient peser il y a plusieurs décennies, et pèseront encore moins probablement dans quelques décennies, qu'on le veuille ou non, eh bien, ça n'empêche pas d'avoir une réflexion stratégique sur des secteurs, des industries, un modèle social, un modèle environnemental qui, je crois, sont, pour certains pans en tout cas, doivent être protégés et doivent être défendus pour des raisons non économiques, politiques. Y a-t-il d'autres questions, mes chers collègues? S'il n'y en a pas, écoutez, il nous reste à vous remercier pour ces échanges particulièrement intéressants, en espérant qu'on puisse, cher Roger Carucci, essayer de retrouver un brin d'optimisme, même si on est bien d'accord que la question est particulièrement complexe. En tout cas, merci à toutes et à tous. Merci, cher Guillaume Vimet. Et puis, nous lirons avec attention votre ouvrage et nous ne manquerons pas de vous tenir informés des travaux de la délégation. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci, bonne journée.